Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et dans cette chronique du groupe Fred Zeller, je vais aborder différents sujets. Tout d'abord, nous avons appris ces jours derniers la décision du président de la République de panthéoniser Marc Bloch. Et dans la foulée de cette information, nous avons pu prendre connaissance d'un certain nombre de commentaires. Je crois que la plus grande décence impose que nous lisions simplement, et pour ma part, je ne m'autoriserai aucun commentaire sur cette lettre, la lettre écrite par la famille de Marc Bloch et adressée au président de la République. Voici cette lettre. Monsieur le président de la République, monsieur Bruno Roger-Petit, la famille de Marc Bloch se réjouit de votre intérêt pour sa vie et son œuvre. La panthéonisation, comme acte de reconnaissance de la France, de l'apport intellectuel et de l'héroïsme de Marc Bloch, est pour nous un grand honneur. Fidèle à une tradition familiale de grande vigilance et exigence sur l'usage de la mémoire de notre aïeul, il nous apparaît nécessaire de vous exposer nos souhaits sur le processus de panthéonisation. La vie de Marc Bloch, exemplaire, a été l'objet de nombreuses récupérations politiques auxquelles nous nous sommes toujours opposés. La panthéonisation est l'occasion de mettre fin à cette évidente incompréhension ou méconnaissance et de faire diffuser au plus grand nombre sa pensée et son courage. Nos demandes sont les suivantes. Nous souhaitons que Marc Bloch entre au Panthéon avec sa femme, Simone Bloch, née Vidal. Leurs corps devront toutefois rester au cimetière du bourg d'Aime, en Creuse. La famille envisage un cénotaphe avec des objets symboliques, décorations militaires, ouvrages, testaments. La vie de Marc Bloch s'est structurée autour d'une œuvre d'historien, aujourd'hui mondialement célèbre. Une place égale doit être faite à l'historien et au professeur, aux résistants et aux combattants. L'association avec l'université et l'éducation nationale doit être la colonne vertébrale du projet de panthéonisation. L'intégration de la jeunesse nous semble essentielle. Nous rappelons également que l'œuvre de ce patriote convaincu est profondément antinationaliste, construite contre le roman national et la réduction de l'histoire française aux frontières nationales. Cet engagement se concrétisa jusque dans la mort. En ce sens, il nous paraît essentiel que l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie. La famille tient à ce que l'hommage soit purement civil, comme Marc Bloch le demandait dans son testament. En ce sens, aucune récupération ou présence religieuse et communautaire ne nous semble acceptable. Marc Bloch, athée, n'avait foi qu'en une seule idée, la République. Nous souhaitons que la famille soit pleinement associée au processus de panthéonisation, ainsi que des historiens dont nous connaissons l'expertise sur Marc Bloch. En nous réjouissant de cet honneur fait à Marc Bloch, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments respectueux. Suzette Bloch et Mathis Bloch, les mandataires des ayants droit. Je voudrais maintenant également lire différents documents. Nous avons également appris la venue du pape en Corse. Et je voudrais vous lire à ce sujet deux choses. La lettre adressée au Premier ministre sur la question de cette venue du pape en Corse, et puis un autre texte qui intitulé Emmanuel Macron à Notre-Dame quand l'Église catholique est paradoxalement moins anti-laïque que la Ve République. On va y revenir tout à l'heure. Alors, tout d'abord, cette lettre adressée au Premier ministre par rapport à la venue du pape en Corse. Monsieur le Premier ministre, au terme de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte,
très attentive à faire respecter ce texte qui garantit la liberté de conscience des citoyens, principe fondamental reconnu par les lois de la République, la Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, entend vérifier qu'il le sera effectivement lors de la visite prochaine du pape en Corse à l'occasion du colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, programmé les 14 et 15 décembre 2024. Il s'agit manifestement d'une visite privée en France du chef de l'Église catholique qui aura lieu une semaine après la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à laquelle le souverain du Vatican n'assistera d'ailleurs pas. Cette visite pastorale obéirait au programme suivant: la participation du pape au colloque le 15 décembre au matin, le dépôt d'une gerbe au pied de la statue de la Madonnuccia, Notre-Dame de la Miséricorde, située dans la cathédrale et protégeant soi-disant la ville d'Ajaccio, qui a échappé à une épidémie de peste en 1656, ainsi qu'une messe en plein air dans le parc du Corsone, sous le regard de Napoléon Ier, dominant la ville au sommet d'une pyramide. Outre de l'absence d'aide en espèces ou en nature de la part des collectivités territoriales en faveur de l'Église romaine, concours qui serait alors irrégulier, comme l'a jugé le tribunal administratif de Châlons en Champagne lors de la venue du pape à Reims en 1996. La FNLP entend s'assurer du respect par l'État. Impliquée dans le comité de pilotage de l'événement où siègent des représentants de la préfecture à côté de ceux des collectivités publiques décentralisées et du diocèse, de ses obligations conformément à l'article 2 précité de la loi du 9 décembre 1905. À cet égard, notre fédération souhaite notamment savoir, d'une part, si le représentant de l'État en Corse organisera ou non un accueil protocolaire du pape, d'autre part, si les effectifs des forces de l'ordre mobilisés à l'occasion de cette visite sera strictement proportionné au déplacement de cette personnalité. Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l'assurance de notre haute considération et de nos sentiments républicains pour le président empêché, le secrétaire général Christian Echel. Voilà. Et donc, ce deuxième texte, puisque les deux choses, les deux initiatives, il y a des relations entre les deux. Donc, Emmanuel Macron à Notre-Dame, quand l'Église catholique est paradoxalement moins anti-laïque que la Ve République. Les choses sont de plus en plus claires. Emmanuel Macron veut, à l'instar du vrai Bonaparte le 2 décembre 1804, se faire sacrer à Notre-Dame. Décidément, le bonapartisme rend fou tous ceux qui veulent ceindre la couronne et brandir le sabre. Tout cela a évidemment un sens avec les déclarations imbéciles, provocatrices et irresponsables du président de la République, appuyant le lancement par l'Ukraine ou par ses sponsors de l'OTAN de missiles à longue portée sur la Russie. La Troisième Guerre mondiale sera alors vraiment déclenchée, elle est déjà en route. On sait que la campagne de dénonciation, à juste titre, des crimes sexuels massifs de l'Église catholique a démarré aux USA par la volonté de faire plier le Vatican sur sa politique diplomatique qui est quelque peu différente de celle de Washington d'ici, ce qui ne veut pas dire qu'elle est meilleure, mais ce ne sont pas les mêmes intérêts qui sont en jeu, notamment vis-à-vis de la Chine et du Moyen-Orient. Emmanuel Macron, valet des USA dans un alignement complet, fait donc exactement la même chose que Biden-Trump pour domestiquer le catholicisme. Il veut donc se rendre à Notre-Dame pour sa réouverture afin de symboliser l'alliance du trône et de l'autel en déclarant comme Napoléon « Je suis le maître, c'est moi qui parle et qui décide ». Oui, mais n'est pas Bonaparte qui veut. Et la situation mondiale étant ce qu'elle est, et dans une telle crise que le Vatican n'entend pas monter dans le Titanic de la Macronie. Aussi, le pape François a refusé avec force et vigueur l'invitation de se rendre à l'ouverture de la cathédrale de Paris. Et pour bien se faire comprendre, il a ajouté par un bras d'honneur solennel « J'irai en Corse, pas en France ». À ce propos, la clarté n'est pas encore de mise. On entend deux versions contradictoires. Visite d'État ou visite religieuse? Dans ce deuxième cas, l'utilisation de fonds publics est plus que problématique et la présence d'élus ès-qualité serait alors des violations de la laïcité. La Fédération de Corse de la libre pensée est en train d'interroger les collectivités locales publiques pour connaître leurs engagements financiers pour une telle visite religieuse. La Fédération nationale de la libre pensée, quant à elle, va interroger l'État sur ses engagements financiers sur les fonds publics. C'est donc la lettre que je vous ai lue précédemment, la lettre au Premier ministre. Le pape a le droit de voyager, mais pas avec l'argent public de la République, car au nom de la loi 1905, la République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte.
Emmanuel Macron voulait donc parler en chair le 7 ou le 8 décembre 2024, en violation directe et manifeste de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, mélangeant ainsi à son profit le culturel et le cultuel, la politique et la religion. Mais l'Église catholique, certainement en relation directe avec le Vatican, a dit non et a refusé jusqu'au bout, malgré les fortes pressions de l'Élysée. Et Emmanuel Macron a dû plier le genou devant l'autel, autel A-U-T-E-L, quand il a déclaré aux Bernardins en avril 2018 qu'il fallait réparer le lien entre l'Église et l'État. Il ne pensait sans doute pas qu'il devrait subir un tel camouflet de l'Église. Mais on ne ruse pas avec une organisation vieille de 2000 ans, rouée comme le diable, et qui en a vu de bien plus consistant que le petit banquier de Rothschild. En définitive, à ce jour, il parlera quelques minutes sur le parvis. Son bonapartisme de salon en a pris un sérieux coup. Ce petit épisode que l'histoire ne retiendra peut-être pas, ou alors comme un signe annonciateur, après l'annonce faite à Marie, c'est l'annonce faite à Macron, de la fin de la Macronie. Décidément, son prénom Emmanuel, qui veut dire « Dieu est avec nous », ne veut plus rien dire. Il faut dire qu'avec la Macronie, rien n'a plus de sens à part celui d'un régime en perdition. Force est donc de constater qu'à ce jour, comme un paradoxe, l'Église catholique a été bien plus respectueuse de la loi de séparation de 1905 que le président de la République. Les voies du Seigneur étant impénétrables, tout fout le camp dans la Macronie. Nous aiderons l'Église catholique à être aussi laïque pour la visite du pape annoncée en Corse. Vatican I, Macronie 0. Voilà, donc c'est une déclaration en date du 26 novembre, donc, qui sera donc publiée demain et que j'ai reçue et que je vous ai lu donc quasiment en avant-première. Voilà. Alors maintenant, je voudrais venir sur un autre sujet. Je voulais l'évoquer depuis un certain temps, et puis, les sujets s'ajoutant les uns aux autres, je ne l'avais pas encore fait. Il s'agit de la question donc de la Kanaki. Alors, là encore, ce sont des communiqués importants qui ont été publiés. Le colonialisme français vient encore de frapper. 7 Kanaks déportés en métropole. Étrange retournement de l'histoire. En 1853, moins de 2 ans après son coup d'État du 2 décembre 1851, Napoléon le Petit fait occuper la Kanaki, c'est-à-dire la terre des hommes libres en langue mélanésienne, pour y fonder une colonie pénitentiaire où seront notamment déportés de 1872 à 1878 près de 3800 communards condamnés par les conseils de guerre, dont Louise Michel et l'Algérien Moumirzrag Mokrani, combattant pour l'indépendance de l'Algérie. En 2024, sur réquisition du procureur de la République et en application de la circulaire du garde des Sceaux du 17 mai 2024, appelant à, citation, une réponse pénale ferme, rapide et systématique des personnes ayant participé au soulèvement survenu en Kanaki au printemps, le juge des libertés et de la détention de Nouméa a ordonné la mise en détention provisoire de 9 indépendantistes kanaks, parmi lesquels figure le fils de Jean-Marie Djibaou et la directrice de cabinet du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Roch Wamitan, élu en 2019. Privés de la mesure plus douce du contrôle judiciaire, 7 d'entre eux ont fait l'objet d'un mandat de dépôt dans différentes maisons d'arrêt de métropole, Mulhouse, Riom, Dijon, à 17 000 km de leur famille, de leur soutien et de leurs avocats. Cette mesure est indigne et d'une particulière inhumanité. Pour quels motifs ces militants sont-ils poursuivis ? Dans la mesure où ils agissent en faveur de l'indépendance de la Kanaki, conformément aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes inscrits à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, ils ont soutenu le soulèvement populaire des Kanaks dirigé contre le projet d'Emmanuel Macron d'élargir le corps électoral de l'archipel, gelé depuis 1998, de manière à rendre impossible l'autodétermination du peuple kanak, promise depuis les accords de Matignon et de Nouméa, respectivement de 1988 et 1998. À tort, ils ont mis en examen pour incitation à la violence, alors même que le véritable fauteur de troubles réside au palais de l'Élysée, là où Louis-Napoléon Bonaparte avait élaboré son coup d'État de 1851 en vue de rejoindre les Tuileries. Vous voyez donc au passage, je fais cette petite insertion, que lundi prochain, nous serons le 2 décembre, à la date donc exactement anniversaire d'un certain nombre d'événements que je viens donc de vous lire. Et je reprends donc ce communiqué. L'histoire se retourne mais se répète aussi en farce tragique. Quelle que puisse être l'opinion que chacun porte sur leur action, et bien que les situations juridiques soient différentes,
Force est de constater que les indépendantistes corses ont subi le même acharnement que leurs homologues de Kanaki de la part d'un pouvoir demeurant d'essence coloniale dans ses profondeurs. En 2016, sur 23 indépendantistes corses condamnés pour des délits ou des crimes, 16 étaient incarcérés sur le continent, loin de leur famille, astreintes de facto à de rares et onéreuses visites. En 2017, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac et écroués sur le continent depuis 1999, pouvaient bénéficier d'un aménagement de peine qui leur a été constamment refusé, en dépit de la mobilisation de nombreux Corses, notamment des jeunes. Ce n'est qu'en 2022, à la suite de la mort de leur compagnon Ivan Colonna, condamné à la même peine que pour les mêmes faits, bien qu'il ait constamment nié son implication dans l'affaire Érignac, et assassiné par un codétenu à la maison centrale d'Arles, que Pierre Alessandri et Alain Ferrandi ont bénéficié d'un transfert à Borgo à la diligence du Premier ministre, intéressé à la réussite des négociations s'ouvrant alors entre les élus corses et le ministre de l'Intérieur. Les militants indépendantistes basques ont supporté la même obstination cruelle de la part de l'État. Par exemple, les anciens militants de l'ETA, Yon Paro et Jacques Esnal, condamnés en 1990 à la réclusion à perpétuité, pouvaient obtenir une libération en 2012. Ils ont patienté encore 10 longues années dans les geôles françaises avant d'être remis en liberté à l'âge de 71 ans. Et donc l'exigence, c'est libération immédiate des militants kanaks. Alors, autre communiqué sur cette question-là. En métropole comme en Kanaki, le caractère autoritaire de la Ve République agonisante s'exprime pleinement. Protégé par le bouclier des institutions à bout de souffle de la Ve République issue du coup d'État militaire du 13 mai 58 à Alger, le président Emmanuel Macron viole les principes les plus élémentaires de la démocratie pour se maintenir au pouvoir au bénéfice du capital financier en faveur duquel il dirige et appauvrit le pays. Il foule au pied la volonté du peuple français et intensifie la répression qu'il exerce sur celui de Kanaki, à la suite d'une défaite politique cuisante lors du scrutin du 9 juin 2024, au terme duquel ont été élus les 80 députés français au Parlement européen. Le président de la République a dissous l'Assemblée nationale où son parti, de Godillot, ne détenait qu'une faible majorité relative depuis 2022. Considéré comme la martingale susceptible de lui donner un second souffle, ce coup de poker l'a affaibli encore davantage qu'il ne l'était auparavant. À l'issue du second tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, contrairement aux prédictions des commentateurs, l'extrême droite a subi un revers cinglant et n'a pu accéder au gouvernement, tandis que le clan du président essuyait une nouvelle et sévère défaite, laissant le roi nu. Néanmoins, Emmanuel Macron a dupé le peuple français, tel un vulgaire animateur de jeux de bonneteau, en faisant siéger à l'Assemblée nationale, en violation de l'article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958, les ministres démissionnaires ayant fraîchement sauvé leur circonscription de manière à faire réélire Mme Yaël Braun-Pivet comme présidente macroniste de la Chambre basse. Il a également refusé de nommer Mme Lucie Castetz en qualité de Première ministre, comme le proposait le nouveau Front populaire, NFP, la coalition arrivée en tête du scrutin et unie autour d'un programme de rupture. Après de longs atermoiements, il a désigné à sa place M. Michel Barnier, venu des rangs des Républicains, un parti qui a recueilli à peine 5% des voix et dispose d'un groupe de 47 députés sur 577. M. Michel Barnier a placé très rapidement ses pas dans ceux du président, Il vient de refuser de communiquer les lettres plafond fixant, donc là c'était une actualité il y a quelques semaines, fixant les propositions de crédit des ministères pour 2025 à M. Éric Coquerel, président de la Commission des finances, et Charles Courson, rapporteur général du budget. Il a ainsi bafoué un autre droit constitutionnel. En Nouvelle-Calédonie, au prix d'un manquement à la parole donnée par le pays, le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur ont voulu procéder à une révision constitutionnelle visant à revenir sur celle de 2007 et à dénaturer ainsi l'accord de Nouméa de 1998. Celui-ci prévoit un gel du corps électoral de manière à permettre la poursuite du processus de décolonisation d'un territoire conquis par la force durant le Second Empire et faisant l'objet depuis lors d'un peuplement systématique du colonisateur. Ils ont ainsi entendu préserver les privilèges et les colons. Cette trahison des assurances données au peuple kanak, il y a plus d'un quart de siècle, a entraîné un puissant mouvement de révolte à partir de mai 2024, qui a fait l'objet d'une forte répression,
comme pendant l'insurrection de 1878 menée par Ataï, provoquée par les spoliations foncières et soutenue par Louise Michel et Maxime Lisbonne, la révolte de 1917 ou la tuerie d'Ouvéa en 1988. Actuellement, 29 escadrons de gendarmerie, comprenant 6 000 hommes et dotés de véhicules blindés Centaure, quadrillent le territoire. 11 morts ont endeuillé le peuple kanak et 2 gendarmes sont décédés. 3 000 arrestations ont eu lieu et 7 prévenus ont été incarcérés dans les prisons de Blois, Bourges, Dijon, Mulhouse, Nevers, Riom et Villefranche, à des milliers de kilomètres de leurs familles et de leurs avocats. La répression a franchi un nouveau seuil en juillet dernier. La tribu, entre guillemets, mélanésienne de Saint-Louis, qui compte 1500 habitants et se trouve englobée dans l'agglomération de Nouméa, est une prison à ciel ouvert. La circulation automobile y est interdite et personne ne peut y entrer ou en sortir sans l'aval des gendarmes qui font un véritable siège à cette localité collectivement punie parce qu'elle est à la pointe du combat contre le colonisateur. Comme l'écrit le professeur des universités Antoine Leca, le haut commissaire de la République, Louis Lefranc, et l'État ont fait le choix de rétablir outre-mer le principe de la responsabilité pénale collective aboli en France en 1789. En ces 171e et 66e anniversaire respectivement de l'invasion de la Kanaky par les troupes de Napoléon le Petit le 24 septembre 1853 et du plébiscite du 28 septembre 1958 validant la constitution bonapartiste du 4 octobre suivant, il est temps de rompre avec le régime autoritaire actuel pour une assemblée constituante souveraine, pour le droit à l'autodétermination du peuple kanak, pour la libération immédiate des militants emprisonnés. Voilà. Et donc, sur cette question du peuple kanak, je termine ce point et notre chronique par donc une référence à une conférence de presse à laquelle a participé La Raison, le mensuel de la libre pensée, une conférence de presse organisée par le Comité international contre la répression, donc en défense du peuple kanak. Ça se tenait le mercredi 20 novembre 2024 et donc une conférence de presse demandant par le CICR qui demande la libération de Christian Teigne, président du FLNKS et de ses camarades. À la tribune, Jérôme Le Gavre, député LFI dans le 93, Miguel Martinez, secrétaire général du CICR, Kevin Crépin, secrétaire général de l'UD-CGT de la Somme, et François Trinquet, secrétaire général de l'UDFO du 92, qui ont donc tous pris la parole pour dénoncer ce qui s'apparente à une déportation. Les militants indépendantistes kanak, présumés innocents, sont incarcérés depuis plus de 5 mois à plus de 17 000 km de leur foyer en détention provisoire. Le CICR estime celle-ci parfaitement arbitraire comme relevant de la raison d'État. La tentative de criminalisation du combat du peuple kanak est un subterfuge indigne pour maintenir des prisonniers au cachot. Et un courrier en date du 19 novembre demandant une audience a été envoyé au ministre de la Justice, Didier Migaud. D'autres sont restés jusqu'à présent sans réponse. Cela signifierait-il un désintérêt pour le sort des prisonniers politiques kanak? C'est évidemment une source de grande inquiétude. Une pétition est lancée en direction du monde ouvrier et a déjà reçu 400 signatures. Nous la publions et nous en appelons à intensifier cette démarche. De nombreuses personnalités démocratiques, des responsables syndicaux, des députés se sont associés à la démarche du CICR pour exiger leur libération. Ce sont des prisonniers politiques. Ils doivent être libérés. Donc, je vous dis, j'en terminerai par là avant le choix musical que je vous propose. Pour cette fameuse pétition que j'évoquais à l'instant du Comité international contre la répression, pour la libération de Christian Teigne, président du Front de libération kanak et socialiste, FLNKS, et de ses camarades de la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain. Christian Teigne et ses camarades sont déportés en France à l'isolement depuis le 23 août 2024, répartis aux 4 coins du territoire, à 17 000 km de leur pays et de leur foyer. Aucune tentative de criminalisation, de diabolisation de militants indépendantistes kanak et pas davantage la répression ne régleront les questions qu'ils posent et que les générations de Kanaks qui les ont précédés ont porté avant eux, celle de leur droit à l'autodétermination, droit reconnu d'ailleurs comme inaliénable et imprescriptible par les institutions internationales, celui de choisir son chemin, comme tous les autres peuples du monde. Quel que soit le regard que chacun d'entre nous peut porter sur l'avenir de ce pays, leur destin leur appartient.
Faut-il rappeler qu'à l'origine de la mobilisation populaire de mai 2024 se trouve un projet de loi visant à modifier le corps électoral, rendant davantage encore le peuple kanak minoritaire dans son propre pays. Des juristes, des avocats pénalistes s'élèvent contre le scandale que constitue cette déportation, cet isolement, ce bannissement, comme le dit l'un d'entre eux, qui ajoute évidemment que Christian Teigne est un prisonnier politique. Non à la criminalisation, à la déshumanisation. Libération de Christian Teigne et ses camarades, leur place est dans leur famille, dans leur pays, en pleine liberté. Et donc suivent les signatures des 400 personnalités, et même un peu plus, qui ont signé cette pétition. Je vous propose donc maintenant de terminer cette chronique avec un retour dans notre balade autour du blues. Et pour aujourd'hui, c'est B.B. King que je vous propose d'écouter. Thank you. They call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Oh, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. And Thursday's also sad. Oh, the eagle flies on Friday. Saturday I go out and play. Oh, the eagle flies on Friday. Saturday I go out and play. Sunday I go to church. And I kneel down and pray. Now I say, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Oh, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Yeah, you know I'm crazy about my baby. Oh, send her back home to me. Yeah. Lord, have mercy on me. Oh, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I'm crazy about my baby. Oh, send her back home to me. Eh bien, il me reste 10 secondes pour vous souhaiter une excellente semaine et vous donner rendez-vous lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord, pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive